Dans la présentation, on a bien noté l'importance de l'observation. Alors l'observation du quotidien, des proches, des professionnels, l'observation, on va dire informelle, et également la partie normalisée, normée, standardisée. Et c'est sur ce sujet qu'on a décidé d'inviter Madame Aubane Lafleur, psychologue. En Gironde. Elle va se présenter plus en détail pour parler de l'évaluation pour l'intervention auprès des personnes en situation de polyhandicap. Donc c'était complémentaire au travail du groupe Polyhandicap Bretagne. Et notamment, Madame Lafleur travaille dans l'équipe de Claire Dogène, du coup spécialiste bien connue des TSA et une des auteurs de l'évaluation ESA. Donc bonjour à tous. Donc je viens du coup de Bordeaux. Donc je suis psychologue à mi-temps sur un établissement qui accueille un public d'enfants et adolescents polyhandicapés, voilà, qui s'appelle Archipel Aliénor. Donc c'est au sein de la page Gironde. Donc c'est pour ça que vous verrez sur mes slides du coup le logo de l'association. Donc association dans laquelle effectivement travaille Claire Degène, donc qui est l'auteur de l'outil d'évaluation de l'ESA que je vais vous présenter aujourd'hui. Voilà, donc je la représente du coup aujourd'hui pour vous présenter cet outil. Donc du coup, l'idée c'était de vous présenter un outil qui peut être utilisable en fait pour évaluer les particularités sensorielles des personnes en situation de polyhandicap. Un outil en fait qui soit utilisable dans nos structures. Donc pour ça, il faut que je me fasse. Donc pour ça, je vais vous présenter donc 4 grands points, on va dire. Donc pour commencer, je vais reprendre très rapidement sur certaines généralités concernant la sensorialité. Je vais reprendre vite parce que ma collègue en a un petit peu parlé. Mais voilà, c'est plus que certains points en fait, sont essentiels pour comprendre comment fonctionnent les l'ESA. Donc ensuite, je vais essayer de ne pas trop bouger non plus. Donc ensuite, je vais vous parler de l'évaluation sensorielle de façon large. Quels sont les principes de l'évaluation sensorielle, les outils qui existent, pourquoi on évalue finalement. Donc, avec évidemment toute la présentation sur l'ESA. Ensuite, je vous parlerai du plan d'accompagnement sensoriel personnalisé. Donc, c'est vraiment ce qui va découler de nos résultats d'évaluation sensorielle et voilà, qui fait partie du coup de l'outil de l'évaluation sensorielle. Voilà, et donc le dernier point, je vais vous présenter quelques supports qu'on utilise au quotidien pour évaluer les interventions sensorielles qu'on met en place suite à l'évaluation sensorielle de l'ESA. Donc, ce qu'on sait au niveau de la sensorialité, c'est que les profils, ils sont vraiment très très larges. On a vraiment une grande variabilité des profils sensoriels, donc, qui est représenté par un continuum comme ici. Donc, on peut avoir des personnes qui vont avoir des particularités dites légères, donc des profils sensoriels légèrement perturbés, comme des personnes qui vont avoir des particularités pour le coup vraiment sévères. Voilà, et avec une variation, avec des personnes qui vont avoir plus ou moins de perturbations. Et ce qu'on sait aussi, c'est que ces particularités sensorielles, elles varient dans le temps. Elles varient dans le temps et surtout, elles varient aussi, on en retrouve aussi à l'âge adulte. Il y a une persistance des particularités à l'âge adulte. Qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre Oui, par exemple, une personne peut avoir une hyperactivité au niveau visuel dans l'enfance et puis à l'âge adulte, ça peut s'estomper. Mais par contre, elle va avoir plus de difficultés sur l'auditif alors qu'elle n'en avait pas spécialement avant. Donc voilà, d'où l'intérêt en fait d'évaluer vraiment assez régulièrement quand même au cours de la vie de la personne. Sur les petits points là, que je vais reprendre rapidement, c'est juste, donc quand on parle de sensorialité, de profil sensoriel, on est obligé de penser au seuil, en fait, au seuil sensoriel. C'est ce qui va déterminer si une personne présente une hyper ou une hyporéactivité face à un stimulus. Donc on a un seuil haut, donc il va falloir beaucoup d'apports sensoriels à la personne pour provoquer une réactivité. Et à l'inverse, un seuil bas. Donc là, il ne va pas falloir beaucoup d'informations sensorielles pour qu'il y ait une réactivité. Et donc ma collègue vous parlait tout à l'heure du vase. Donc voilà, j'avais repris aussi un peu cette métaphore. Bon, c'est un verre d'eau.
Mais voilà, l'idée est la même, effectivement. Et l'image en fait de ce verre aussi, ça montre bien justement qu'à un moment, en fait, il peut y avoir trop d'informations et la personne, enfin le verre de la personne va déborder, ça va être trop. Ou à l'inverse, les personnes peuvent aussi avoir besoin de remplir justement leur verre parce qu'on ne l'a pas assez rempli dans l'environnement. Donc ces seuils sensoriels, il faut savoir qu'ils sont sensations dépendants. Donc ça veut dire que chaque modalité sensorielle a ses capteurs. Donc on a une hétérogénéité entre les personnes. Donc toutes les personnes n'ont pas forcément des particularités au niveau visuel, au niveau auditif. Ils sont modulables aussi, ces seuils. Donc ils peuvent bouger, je vous disais, au cours de la vie. Mais pour certains profils, ils peuvent aussi bouger au sein d'une même journée. Oui, en fonction des situations aussi. C'est vrai que alors justement, c'est en lien avec le point suivant. Donc, en fonction de la fatigue de la personne, si elle est malade, mais comme nous tous, quand on est fatigué, qu'on a une dure journée, le soir, on va moins supporter le bruit à la maison, des choses comme ça. Ils sont sensibles aussi aux émotions de la personne. Si la personne est dans un état d'anxiété, forcément, ça va être aussi plus difficile pour elle de gérer ces seuils sensoriels. Et enfin, oui, la présence d'autres stimulations simultanément. Voilà, s'il y a déjà, par exemple, je pense à un jeune pour qui l'alimentation, c'est compliqué, il a beaucoup de particularités au niveau gustatif. Et en plus, il se trouve qu'il doit manger dans le réfectoire qui est collectif, où il y a énormément de bruit, et pas de bol, le bruit, c'est aussi très difficile à tolérer pour lui. Donc voilà, là, ça va rendre le réfectoire encore plus insupportable, le bruit du réfectoire, plus précisément, encore plus insupportable, si en plus on l'oblige à manger quelque chose qu'il n'aime pas. En parallèle, de ces seuils sensoriels, hop, voilà. Donc, on va avoir des réactivités comportementales. Donc, on peut avoir différents profils, de grands profils. Donc, les personnes qui vont avoir un profil plutôt actif face à la stimulation et des personnes qui vont être plutôt passives. Hop. Donc, du coup, pour les personnes qui vont être dites actives, c'est des personnes qui vont avoir plus tendance à chercher à contrôler le stimulus, la quantité de stimulus. Et à l'inverse, les personnes qui ont un profil passif, elles vont avoir tendance à subir le stimulus. Et ça, c'est important à retenir. Voilà. Hop là. C'est important à retenir parce que sur les évaluations sensorielles, c'est pas parce qu'une personne ne réagit pas forcément face à une stimulation, ne cherche pas à l'éviter, que forcément ça veut dire qu'il n'y a pas de souci avec cette stimulation-là. Par exemple, j'ai une jeune polyhandicapée avec qui on avait testé les petites plaques tactiles à mettre sous les pieds. Et oui, alors elle n'a pas cherché à enlever ses pieds des plaques. Par contre, en fait, elle était toute rigide, toute raide, le visage très, très fermé. Donc voilà, là, nous, on connaît cette jeune fille. On sait que quand elle commence à se mettre dans cet état-là, c'est que la situation n'est pas plaisante pour elle. Mais voilà, pour autant, en fait, elle n'avait pas cette capacité à retirer ses pieds de la plaque. Donc sur les grands types de réactivité qu'on peut avoir sur l'évaluation sensorielle, sur les particularités sensorielles de façon générale, donc on a soit des hyporéactivités, donc en lien du coup avec un seuil qui va être haut, des hyperréactivités, donc là le seuil est bas, et nous pouvons aussi avoir des réactivités paradoxales. Donc là justement c'est surtout le cas quand on a des troubles de la modulation sensorielle, où du coup la réactivité peut varier dans le temps en fonction des stimuli. Voilà, donc la personne elle peut présenter une hyporéactivité à certaines modalités sensorielles et une hyperréactivité à d'autres modalités sensorielles. Donc là, je vous ai mis en exemple. Par exemple, elle peut être hyporéactive au niveau du visuel, avoir une réactivité commune dite typique au niveau olfactif et une réactivité élevée au niveau auditif. Mais on peut aussi avoir une hypo- et une hyperréactivité au sein d'une même modalité sensorielle. Donc, alors là, c'est un exemple qu'on retrouve très, très souvent dans le trouble du spectre de l'autisme. Donc, une hyporéactivité à la voix humaine
mais par contre une hyper-réactivité à la musique. Donc voilà, ce qui rend du coup les choses un peu complexes. Et d'où la nécessité vraiment d'évaluer. On voit que ça, voilà, c'est encore une fois, la variabilité des profils sensoriels peut être vraiment très importante. Donc sur l'évaluation sensorielle, donc ce que nous disent les recommandations de bonne pratique, alors, pardon, il faut que je les lise, je ne les connais pas par cœur. Établir le profil sensoriel et moteur de la personne polyhandicapée à partir des différents bilans médicaux et fonctionnels, ainsi que d'une observation clinique partagée, associant les différents professionnels du quotidien et la famille. Une attention particulière est portée par les professionnels lors des accompagnements aux actes essentiels et dans certaines activités, notamment pendant le brossage des dents, l'échange, les repas. Les réactions au bruit et à la lumière sont particulièrement observées. Les informations recueillies dans ce cadre sont utilisées pour adapter l'accompagnement et mettre en place des aménagements nécessaires. Alors, je voulais juste préciser, là, c'est pas forcément précisé sur les recommandations pour le polyhandicap, mais sur les recommandations donc, du trouble du spectre de l'autisme, chez l'adulte, il précise bien aussi la nécessité de réévaluer régulièrement, même à l'âge adulte. Et donc là, l'idée, oui, c'est qu'effectivement, la sensorialité, elle est vraiment présente partout. Hein, c'est notre quotidien. Et c'est vrai que c'est souvent, alors sur des personnes polyhandicapées, enfin nous, sur l'établissement dans lequel je travaille, on a principalement de l'internat. Donc là, pour le coup, sur les temps de change, les temps, voilà, les toilettes, tout ça, il y a énormément de stimulations sensorielles qui peuvent être très aversives. On a des néons, par exemple, dans tous les sens. Donc voilà, tous ces éléments-là qui sont un petit peu à contrôler pour aider la personne à vivre tous ces actes-là de façon plus apaisée. Et donc, pour pouvoir en fait répondre à ces besoins-là, il faut passer par l'évaluation sensorielle. Donc, l'idée, c'est effectivement d'aller regarder quelles sont les particularités sensorielles de la personne, qu'est-ce qui va être aversif pour elle, qu'est-ce qui va la mettre en situation d'inconfort. Ah, pardon, je ne vais pas y arriver. Mais aussi tout ce qui est préférence sensorielle, tout ce qui est point d'appui aussi, tout ce qui pourrait être utilisé pour essayer de faire face à d'autres types de difficultés. Je pense notamment sur des apprentissages. Qu'est-ce qui pourrait faciliter l'apprentissage parce que voilà, on va ajouter quelque chose de sensoriel qui pourrait plus motiver la personne, ou en tout cas lui rendre les choses plus faciles. Donc tout ça dans le but d'évaluer l'impact des particularités sensorielles de la personne sur son quotidien. Si on sait par exemple qu'elle est très sensible au changement de température, là, il va falloir qu'on fasse quelque chose sur une toilette dans un chariot douche, par exemple. Ou voilà, si vraiment le néon, c'est très compliqué, en général, on le fait d'office quand même pour tous, mais voilà, essayer de diminuer un petit peu les lumières, par exemple. Évidemment, oui, d'apporter des interventions sensorielles au quotidien, que ce soit pour apaiser les personnes ou pour faciliter certaines choses, je pense. Alors, nous, on essaie de travailler de plus en plus sur les apprentissages dits sensoriels, donc plus sur des habituations à certaines stimulations sensorielles qui sont inévitables. Je pense sur tout ce qui est couper les ongles, les toilettes, tout ça. Voilà, et donc oui, aussi quand même point essentiel, comme je l'ai bien mis, hein, j'ai bien montré, les particularités sensorielles, elles sont vraiment interindividuelles, hein, on va avoir de grosses différences en fonction des personnes. Il faut vraiment évaluer pour pouvoir proposer quelque chose de personnalisé, qui convienne le mieux à la personne. Donc, sur les outils qui existent, c'est quand même principalement des outils qui, à la base, ont été construits, évalués sur une population de personnes avec troubles du spectre de l'autisme. Donc, on a notamment l'EPSA, échelle des particularités sensori-psychomotrices dans l'autisme, donc le profil sensoriel de Dunn, et l'ESA, qui veut dire évaluation sensorielle de l'adulte avec autisme. Donc là, pour information, Claire Degène a fait l'étude chez les enfants et adolescents avec autisme. Voilà. Ça devrait être commercialisé là, par l'éditeur d'ici quelques mois à peu près.
Et voilà, l'idée, ce serait effectivement, on en a déjà discuté ensemble, hein, mais d'essayer de le valider aussi sur le polyhandicap pour que vraiment ça soit reconnu comme un outil d'évaluation polyhandicap. Donc, le problème au niveau des évaluations, c'est qu'à ce jour, il n'y a pas d'évaluation sensorielle qui soit vraiment spécifique au polyhandicap. On a effectivement des outils qu'on a pu voir déjà tout à l'heure. On a le BOC-DASHINA, le profil sensoriel de Dunn. Mais le problème, c'est que certains items ne sont pas applicables à toutes les personnes en situation de polyhandicap. Je reprends un des items qui était, par exemple, se frotte là où on vient de la toucher. Une personne qui n'a aucune motricité volontaire, elle ne va pas pouvoir nous le montrer, ça. On ne va pas forcément pouvoir le voir. Il va falloir aller chercher d'autres choses. Donc je pense que si on interroge certaines personnes, non, elle ne le fait pas. Oui, elle ne le fait pas, mais parce qu'elle ne peut pas. Mais ça ne veut pas dire pour autant que la stimulation n'est pas gênante. Aussi, alors la problématique de ces outils, c'est qu'ils sont souvent très longs à faire passer, qu'on a souvent peu de temps dans les établissements. Je pense surtout, nous, les psychomotes ergo, c'est souvent des mi-temps. Donc voilà, l'idée c'était d'avoir un outil qui soit plus facile, plus rapide à faire passer, pour aussi faciliter la réévaluation régulière. L'idée aussi, à travers l'ESA, c'était d'avoir un outil qui combine évaluation donc indirecte, donc un peu comme les outils qui existent déjà, donc en questionnant la famille, les proches et les professionnels qui sont autour de la personne, mais de proposer aussi une passation en direct avec la personne. Donc on va lui présenter différentes stimulations. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Et oui, pardon, alors l'idée c'était aussi d'être le plus objectif possible. Donc j'en reparlerai tout à l'heure, mais on va essayer vraiment de recueillir un maximum de témoignages de personnes pour essayer d'avoir vraiment une image du profil sensoriel de la personne la plus précise possible, la plus représentative. Donc voilà à quoi ça ressemble l'ESA, quand on achète du coup le coffret. Donc on a noté que c'était un outil qui était pensé pour un usage interdisciplinaire, parce que l'idée c'est vraiment d'avoir un outil qui soit accessible à tous les professionnels. C'est pas spécifique, il ne faut pas être forcément psychomotricien, ergothérapeute pour l'utiliser. C'est assez simple au niveau de la passation. Par contre, évidemment, il faut quand même être assez au clair sur tout ce qui est particularité sensorielle. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on puisse faire passer l'outil, par exemple, alors nous, c'est mené par la psychomotricienne sur notre établissement pour avoir quelqu'un qui coordonne les évaluations au niveau sensoriel, mais elle va la faire passer avec, en général, un professionnel qu'on appelle de proximité, un aide-soignant, une AES, pardon. Voilà, donc il y a 8 items, pardon. Alors, je vais reprendre tout ça après. Hop. Hop. Donc, alors, j'ai noté qu'il était recommandé par la HS sur l'autisme, du coup, sur l'autisme. Donc, on a deux modalités de passation. Donc, je vous en ai déjà parlé. Donc, il y a la passation indirecte. Donc là, on se réunit, du coup, là encore, il y a un professionnel qui va coordonner. Donc, on se rassemble en équipe. L'idée, c'est d'avoir un maximum de professionnels autour de la table et vraiment d'avoir des professionnels qui ont plusieurs regards. Donc, des fonctions différentes, par exemple, ergothérapeute, aide-soignant, psychologue, ça peut être n'importe qui, éducateur. Mais des professionnels aussi qui vont voir la personne dans différents contextes. Ou notamment des personnes qui vont voir la personne évaluée le matin, d'autres le soir, parce que l'environnement n'est pas forcément le même. Je pense sur les soirs, par exemple, il peut y avoir moins de stimulation aussi qu'en plein milieu de la journée. Donc les comportements de la personne, du coup, peuvent varier. Et comme en plus, on a cette problématique de modulation qui va dysfonctionner, et forcément, la personne peut montrer des choses différentes en fonction des moments de la journée. Voilà, et donc l'autre modalité de passation, c'est la modalité directe. Donc là, on a plusieurs objets qui se présentent dans une malle un peu comme celle-ci. D'ailleurs, il y a pas mal d'objets qui sont identiques. Et voilà, pour chaque modalité sensorielle, on a plusieurs objets
qui sont déterminés. Hein. Dans le matériel, vous avez vraiment... voilà, chaque fois, c'est écrit sur le cahier de passation, tous les objets qui sont utilisés pour chaque modalité. Voilà. Alors, il y a quelques objets à ajouter. Hein. Par exemple, il y a un poste radio CD, il y a un ventilateur. Et après, tout ce qui est pour la modalité gustative, voilà, pareil, il y a des choses à ajouter. Voilà, donc on a, alors, quand on dit un item, c'est pas juste une question, hein, on a un item par modalité sensorielle. Donc, hop, je vais vous en montrer tout à l'heure. Et donc, l'idée, c'est d'aller regarder les faiblesses et les forces de la personne évaluée. Hop. Donc, en plus, du coup, des objets sensoriels qu'on a dans la mallette, donc, on a le manuel, évidemment, les cahiers de passation et de cotation. Donc pour chaque modalité de passation, on a un livret correspondant. Donc une feuille de synthèse des résultats. Et voilà, la petite mallette, enfin la petite mallette, la grosse mallette même. Donc ça se présente comme ça. C'est vraiment un petit cahier de passation. Donc à chaque fois, vous avez une double page par modalité sensorielle. Donc sur la page du coup de gauche, vous avez la partie observation. Donc on va noter tout ce qu'on observe. Du coup, alors ça c'est pour la modalité directe. Donc toutes les observations qu'on va faire quand on propose les objets à la personne. Par exemple, je vais lui présenter le sablier spirale. C'est un petit sablier avec des bulles qui tombent. Et je vais regarder si la personne se met à sourire, si au contraire elle grimace, si elle détourne le regard, si elle cherche à l'attraper. Notamment si une fois que toutes les bulles sont tombées en bas du sablier, est-ce qu'elle cherche à retourner le sablier pour recommencer la stimulation. Et c'est vraiment ça l'idée, hein, c'est d'essayer de rester sur des observations vraiment très comportementales et de regarder ce que la personne fait. Est-ce qu'elle cherche à continuer à augmenter la stimulation ou au contraire, est-ce qu'elle cherche à l'éviter, à la diminuer? Ou comme je vous disais aussi, voilà, attention à ceux qui vont pas forcément chercher à éviter ou à reproduire, mais qui vont rester un peu figés et vont quand même montrer des signes d'inconfort ou d'aversion. Donc vous avez des petits encadrés là que vous voyez en couleur. Là, c'est des questions qui peuvent en fait orienter l'observation. Voilà. Il y a par exemple là sur la modalité auditive, la personne est-elle réactive au son? Peut-elle s'orienter vers les sources sonores? Recherche-t-elle certains sons particuliers ou au contraire cherche-t-elle à en éviter certains? Supporte-t-elle les bruits de fond, télévision, ventilation, discussion environnante? Réagit-elle quand on l'appelle par son prénom ou qu'on lui donne une consigne? Donc voilà, c'est pas mal aussi hein, quand on commence parce que c'est vrai que ça permet du coup d'orienter un peu, de guider la passation. Et ça va être pareil sur la modalité indirecte. On a des questions comme ça, ce qui peut faciliter aussi l'entretien, que ce soit avec les professionnels ou les familles, sachant que des fois, les familles, elles ne sont pas forcément très au fait non plus des particularités sensorielles, on ne leur a pas forcément expliqué. Et elles ne vont pas forcément nous dire d'entrée de jeu, il y a ceci, cela. Non, faut quand même un peu guider. Et donc sur l'autre page, donc là on a la cotation. Donc je vais reprendre un peu tout à l'heure pour vous donner des exemples d'à quoi ça peut ressembler. Mais voilà, l'idée c'est vraiment, on a tout sur une page. Oui, non, je ne l'ai pas là. Alors, elle n'est pas en photo là sur les diapos, mais sur la page cotation, tout en bas, on a un petit peu de place pour noter tous les objets qui ont été aversifs, ceux qui ont été attrayants pour la personne, ce qui nous permet déjà de se noter des petites pistes pour le plan d'intervention. Voilà tout ce qu'on pourrait proposer à la personne. Alors oui aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que sur la modalité directe, parfois ça peut être compliqué de remplir certaines modalités. Je pense sur tout ce qui est gustatif par exemple. Sur certains profils, on peut pas évaluer, on peut pas parce qu'il y a une alimentation par gastrostomie. Et pour certains, j'en ai qui même déglutir déjà, ça peut provoquer des fausses routes. Donc voilà, vous avez cette possibilité de mettre non renseigné. Effectivement, vous n'aurez pas forcément d'infos là-dessus. Donc voilà, c'est une photo du coup du matériel de l'ESA.
Donc, il y a vraiment une certaine variabilité aussi des objets. Voilà, on a un peu de tout. Vous pouvez reconnaître pas mal d'objets que vous avez peut-être déjà, parce que c'est le matériel qu'on retrouve déjà dans le commerce. Donc, on va présenter les objets à la personne un à un pour vraiment pouvoir voir pour chaque objet la modalité, enfin l'aspect, la modalité sensorielle qui est concernée. Par exemple, alors si je prends le petit œuf là, il est tout blanc sur la photo, mais il peut se colorer. Et il va y avoir différentes couleurs qui s'alternent. Donc là, on peut voir si la personne réagit plus à certaines couleurs que par rapport à d'autres. Après, donc, le sablier spirale qui est en vert là au milieu, derrière l'instrument à grelot, lui, il va plus être sur le mouvement. Après, il y a la lampe à fibre optique, où voilà, là, il y a pas mal sur la couleur. Néanmoins, sur certains objets, il peut y avoir des détournements aussi sur les modalités sensorielles. Je pense justement à la lampe à fibre optique. Souvent, ils prennent les fibres et puis ils y mettent les mains dessus, ou voilà, sur le visage. Donc, même si on a un objet qui est utilisé, qui est identifié dans une modalité particulière, par exemple, voilà, la lampe, elle est sur le visuel. Mais évidemment, si vous voyez qu'ils se mettent sur la figure, là, vous allez pouvoir noter sur la page tactile qu'il va rechercher ces stimulations-là. L'instrument de musique, la grelot, c'est pareil. J'en ai un au niveau visuel, ça a été l'extase, parce que ça fait des petits reflets dans les grelots. Voilà, donc on va présenter tous ces objets à la personne. Évidemment, si on voit que certains sont inversifs, on va pas insister, évidemment. Mais l'idée, c'est d'essayer de tester quand même sur plusieurs parties du corps. Par exemple, le trépied massant, là, on peut l'essayer sur l'avant-bras et si on voit que c'est gênant, essayer sur la jambe. Parce que certaines parties du corps vont être plus réactives que d'autres. Et certains, par exemple, vont adorer ce truc-là sur les articulations. Voilà. Et c'est là où ça peut être difficile. C'est que, moi, par exemple, cet objet vibrant, je le trouve insupportable, vraiment. Il est très désagréable pour moi. Et déjà, sur juste un os, alors une articulation, c'est même pas envisageable. Mais si je me dis, oh non, ça c'est trop désagréable, je vais pas lui montrer, ben non, en fait, peut-être que lui, il va adorer. Donc voilà, faut vraiment se dégager de ces représentations. Et voilà, ce qui est chouette en plus sur cette évaluation, c'est que c'est vraiment un moment qui peut être super plaisant. Parce que du coup, on va proposer des choses à la personne, alors qui, effectivement, des fois, on va tomber à côté, ça va pas lui plaire. Ok, bon, allez, on arrête. Mais il y a des moments où on va lui proposer des choses qui sont super plaisantes. Et surtout sur un public polyhandicapé, des fois, on peut avoir des comportements qu'on n'a jamais vus dans d'autres situations. Je pense à une jeune à qui on a fait écouter de la musique classique pendant l'évaluation. On n'a jamais de musique classique en temps normal sur le groupe. Et là, en fait, c'est une jeune qui bouge très peu. Elle est vraiment tout le temps les bras comme ça. Elle va très, très peu étendre ses bras. C'est très compliqué pour elle. Et là, pendant l'évaluation, avec la musique classique, elle nous faisait des petits mouvements comme ça. Bon, je ne vous fais pas la totale, mais voilà, ça faisait presque danse orientale. Et on a juste halluciné. On ne l'a jamais vu faire ça. Je vous dis vraiment, même juste faire ça avec son bras, c'est compliqué d'habitude. Donc voilà, c'est plein de découvertes. Dans le genre aussi, le coussin vibrant. Voilà, lui aussi, il pose pas mal chez des enfants qui sont très agités ou qui ont beaucoup de vocalisation. On a eu pas mal de surprises de jeunes qui d'un coup se posaient complètement. Plus un son, plus un mouvement. Donc voilà, c'est vraiment très très chouette à faire passer. Je vous le vends bien. Et sur le temps de passation, sur la modalité directe, on est... Alors, dans le manuel, c'est écrit 30-45 minutes. Moi, au quotidien, je suis plus à 45 minutes, 1 heure. Je pense qu'en fait, je me laisse aussi emporter parce que, voilà, comme je vous disais, c'est quand même, ça peut être très sympa. Mais voilà, ça reste un outil qui est rapide à faire passer, sachant qu'on peut le faire en plusieurs passations si besoin. Ça nous est arrivé pour certains jeunes pour qui c'était un peu long, 3/4 d'heure, 1 heure, de le faire en 2 fois. Et du coup, sur la modalité indirecte, donc je vous en ai déjà parlé, déjà pas mal, mais c'est vraiment sur
la personne en fait dans son environnement dit écologique, donc au quotidien, qu'est-ce qu'on observe de sa réactivité sensorielle. Donc d'où l'importance vraiment de questionner un maximum de personnes qui voient fonctionner l'enfant ou l'adulte dans sa vie de tous les jours. Voilà, donc je vous ai donné quelques exemples. C'est vraiment sur toutes les situations de la vie quotidienne, le repas, les soins, les trajets aussi, parce qu'il y a énormément de stimulation sensorielle dans les trajets, surtout dans les camions adaptés où on a la rampe en métal qui fait gling-gling, les copains qui crient, il peut y avoir pas mal de choses, le défilement de la route. Donc l'idée c'est d'essayer de faire une cotation consensuelle. Donc c'est là souvent où finalement on a la plus grosse difficulté. Alors quand on dit consensuel, évidemment c'est en dehors des problématiques de modulation sensorielle. Il peut y avoir effectivement des personnes qui vont vous dire bah non là moi je n'observe pas du tout ça, mais parce que peut-être que la personne à ce moment-là, sa réactivité effectivement est différente de par son trouble de la modulation sensorielle. Donc voilà du coup sur les critères de cotation. Donc on a des chiffres, mais c'est vraiment, enfin ça n'a pas de valeur en particulier. C'est plus en fait, il faut le voir comme le continuum que je vous montrais au début. Donc la cotation du milieu 2, c'est la réactivité commune. C'est la réactivité que pourraient avoir la plupart des personnes. Sachant qu'on a quand même tous aussi nos particularités sensorielles, hein, à une échelle beaucoup moins importante chez la plupart des personnes. Mais il faut savoir quand même qu'il y a 5 à 15% de la population générale qui présente des particularités sensorielles. Donc, encore une fois, d'où l'intérêt aussi d'essayer de vraiment se décentrer de ses propres représentations. Ensuite, donc, on a une cotation, donc 2,5, 3 sur le versant hyper-réactivité. Donc 3, c'est vraiment pour noter une réactivité excessive, une aversion pour la majorité des stimuli qu'on présente à la personne ou auxquels la personne est exposée au quotidien. Et après, donc, on a une cotation qui est un peu plus nuancée. Donc là, on va être sur du 2,5. Réactivité excessive à certains moments, mais réactivité adaptée à d'autres moments ou en fonction des stimuli. Et du coup, ça va être la même chose sur le versant hyporéactivité. Donc on va avoir 1,5, donc un manque de réactivité à certains moments ou à certains stimuli, mais pas à d'autres. Et hyporéactivité, là, c'est vraiment la personne, elle manque de réactivité pour la plupart des stimuli auxquels elle est exposée. Ou avec recherche d'un niveau élevé de stimulation. Donc des personnes qui vont vraiment constamment chercher à reproduire la stimulation. Donc à la fin, on récolte les scores. Donc vous avez 2 colonnes parce qu'il y a alors ED c'est évaluation directe et EI évaluation indirecte. Parce qu'on peut avoir des scores différents en fonction des modalités de passation. Tout simplement parce qu'il y a des choses qui peuvent être différentes. Par exemple, je pense à un jeune au niveau olfactif. Nous, en évaluation directe, il nous a repoussé vraiment très récemment les godets d'odeur. Par contre, à la maison, il fait des quand sa maman cuisine, comportement qu'il n'a pas au réfectoire. Voilà, bon, on ne dira rien sur la qualité de la nourriture de l'établissement. Mais voilà, c'est des choses que nous, on ne va pas forcément voir, mais qu'à la maison, la maman peut voir. Donc voilà, on peut avoir du coup des petites différences. Après, tout va se jouer dans le compte-rendu de l'évaluation. Hein, on va préciser tout ça. Ou je pense sur, qu'est-ce que ça pourrait être oui, sur le gustatif, il nous est arrivé de ne pas pouvoir tester parce qu'on n'avait pas forcément de quoi tester. Et puis on s'est basé plus sur ce qu'on pouvait observer au quotidien. Donc vous voyez qu'on a un profil qui peut être assez large sur les cotations. Donc à savoir que l'absence de perturbation, c'est que la cotation totale 0. Et après de 1 à 8, on est sur du profil légèrement à moyennement perturbé. Donc vous me direz, c'est assez... avoir un score de 1 et un score de 8, on est dans la même catégorie, mais ça n'a rien à voir. Donc là aussi, on va nuancer.
on va nuancer. Et dans mes comptes rendus, je mets vraiment aux familles, aux professionnels qui ne connaissent pas cette échelle pour qu'elles puissent bien se représenter où, OK, le jeune, il a un profil légèrement, moyennement perturbé, mais s'il est à 8, oui, c'est moyennement plus, quoi. Limite sévèrement perturbé. Voilà, et donc de 9 à 16, le profil est dit sévèrement perturbé. Oui, bon là c'était plus pour vous remettre que voilà, quand il y a une absence de perturbation, c'est que la personne ne présente pas de profil sensoriel particulièrement perturbé, hein, elle va avoir des réponses adaptées la plupart du temps. Profil légèrement à moyennement perturbé, elle va avoir une réactivité qui va être perturbée face à certains stimuli, mais pas à d'autres. Et là, sévèrement perturbée, c'est globalement à tous les stimuli auxquels elle est exposée, la personne va montrer une réactivité atypique. Donc, du coup, sur le plan d'accompagnement sensoriel personnalisé, donc là, il me manque une slide de transition. Ça se présente comme ça. Donc alors, il y a une colonne en plus qui a été coupée. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fichu, mais oui, il y a juste une colonne en plus, normalement, contexte. Donc, c'est plus pour préciser sur, par exemple, les stimulations qu'on va proposer, à quel moment on les propose. C'est plus pour cadrer en fait un peu les interventions, que ça ne se perde pas non plus dans le temps. Et donc, si on reprend là, ce tableau, donc vous verrez sur la colonne qui est tout à gauche, donc c'est par modalité. On a une ligne égale une modalité. Et donc, on va noter pour chaque modalité quelles sont les adaptations environnementales qu'on peut proposer, quelles sont les stimulations qu'on peut proposer, et tout ce qui est précautions à prendre, mesures de protection. Donc là, par exemple, j'ai changé le prénom de la personne, évidemment, mais sur la modalité visuelle, donc on a évité les supports visuels pour communiquer des informations à Marie, car elle ne semble pas les percevoir. C'est une jeune pour qui on a une suspicion de cécité totale, mais on n'a toujours pas eu de bilan. Donc d'où la précaution à prendre, demander un bilan ophtalmologique afin d'éliminer un problème de vue. Je l'avais bien précisé parce que c'était une jeune avec qui on proposait que des supports imagés pour communiquer. Donc si effectivement elle n'y voit rien, c'est quand même ballot. Donc voilà, bon, depuis on lui a proposé des choses sonores, c'est beaucoup mieux. Au niveau tactile, en proposition de stimulation, lui proposer des temps dans la journée où le professionnel lui passe une brosse sur les membres. C'est une jeune qui, au niveau tactile, ne supportait pas grand-chose au moment de l'évaluation, mais par contre, la brosse, c'est une petite brosse dure, c'est la brosse de Wilbarger. Je ne sais pas si certains la connaissent. Et effectivement, c'est une petite brosse en plastique. Alors les poils sont un petit peu souples, mais voilà, on peut faire des petits massages doux ou plus raides. Et donc voilà, ça c'est quelque chose qu'elle apprécie. Éviter les caresses avec une balle douce, une balle chatouille et une balle à picot. Voilà, tout ça, c'est aversif pour elle. Proposer une musique plaisante pour Marie au moment du brossage des cheveux, parce que le brossage des cheveux était très compliqué. Le problème, c'est que c'était un peu inévitable aussi, parce que forcément, moins on lui brossait les cheveux, plus il s'en mêlait, et plus ça rendait ce moment-là difficile. Et par contre, on s'était rendu compte que tout ce qui était auditif, les musiques, elle aimait beaucoup, ça pouvait l'apaiser. Donc voilà, l'idée c'était de rendre le moment du brossage des cheveux plus apaisé, moins difficile. Prévenir Marie lorsqu'on s'approche d'elle ou lorsqu'on s'apprête à la toucher, d'autant plus qu'on suspecte une cécité. Bien la couvrir lorsqu'elle sort de l'eau, parce qu'elle est très réactive au changement de température. Éviter les contacts appuyés. Au niveau auditif, donc on peut avoir aussi en adaptation privilégier les environnements calmes, associer des stimuli sonores spécifiques aux différents temps principaux de la journée pour l'aider à se repérer dans le temps. Donc, par exemple, il y a le bâton de pluie, c'est pour indiquer les temps de change, les temps de douche. On a un espèce d'instrument de musique dont j'ai oublié le nom. Pour les activités, voilà, les activités de groupe par exemple. Et voilà, vraiment sur tous les grands temps de la journée, on a des choses comme ça. Donc, utiliser les stimuli auditifs appréciés par Marie en guise de renforçateur pour développer ses apprentissages. Donc voilà, il y a des choses qu'on essaie des objectifs qu'on essaie de développer chez elle.
Et voilà, et donc on va utiliser des sons en particulier qu'elle adore beaucoup, notamment les bruits d'éternuement. Certaines comptines en particulier, il peut y avoir d'autres choses, hein, ça peut être à étoffer. Augmenter sa tolérance à la stimulation du bip de la pompe d'alimentation. Procédure d'habituation progressive. Donc sur les propositions de stimulation, on peut avoir pas mal d'apprentissage. Là, c'est vrai que c'était un bilan que j'avais fait il y a un petit moment. Maintenant, j'ai carrément fait une colonne spéciale apprentissage spécifique. Alors, enfin, on dit apprentissage, mais c'est quand même surtout plus des protocoles d'habituation, de sensibilisation aux stimulations. Et ça va être, évidemment, on ne va pas choisir des choses comme ça juste pour nous faire plaisir. Hein. Ça va être des stimulations, en fait. Enfin, on veut que la personne s'habitue à ces stimulations parce que ça va avoir un impact sur sa qualité de vie. Là, le bip de la pompe d'alimentation, souvent, ça sonnait pendant les temps de repas. Donc, on n'a déjà pas forcément beaucoup de professionnels. Et le professionnel est déjà en train de donner à manger à un autre jeune. Donc, il n'avait pas forcément la réactivité immédiate d'aller éteindre la pompe d'alimentation. Donc, c'était assez compliqué. Et dans les précautions encore à prendre, éviter certains stimuli qui peuvent être aversifs, éviter les situations trop bruyantes. Voilà, je pense à tout ce qui est les festivités sur l'établissement, c'était très compliqué pour elle. Donc voilà, je vais essayer. Oh si, j'ai un peu de temps. Ouais. Donc sur l'auditif, privilégier les environnements calmes. Donc ça reprend un petit peu aussi ce que j'ai mis juste en haut. Associer des... ah non, pardon, je pense que... Ah oui, c'est sur ma capture d'écran. Je pense que j'ai laissé la ligne. Au niveau olfactif, éviter de l'exposer à l'odeur du citron. Voilà, vraiment, l'odeur du citron, c'était très, très, très aversif. Elle en a pleuré, direct. Au niveau gustatif, on n'a rien mis parce qu'elle est en gastrostomie et qu'on n'a vraiment rien testé. C'était assez compliqué. Au niveau proprioceptif, donc lui passer la brosse Wheatburger sur les bras et les jambes, plutôt que les bras encore, pour l'aider à détendre ces derniers, de préférence lorsqu'elle est en position allongée. Donc voilà, c'est cette fameuse brosse. Et effectivement, c'est une jeune qui elle aussi a tendance à être très rétractée, sauf que du coup, ça provoque des douleurs. Et comme elle ne supporte pas non plus le contact tactile, les contacts tactiles, si le professionnel lui prend le bras, lui touche le bras, c'est encore plus coûteux pour elle, en plus d'être là, essayer de lui étendre le bras. Qu'avec cette brosse-là, quand on lui passe, en fait, spontanément, elle va un peu plus déjà étendre son bras. Donc sur tout ce qui est à éviter, les précautions, éviter les vibrations, éviter le contact avec des objets lestés. Donc vous voyez que cette demoiselle a quand même pas mal d'aversion, hein. La colonne est pas mal remplie. Et oui, ce que je vous ai pas dit, oui, c'est que donc on a un item par modalité sensorielle. Voilà, toutes les modalités sensorielles sont évaluées. Et à la fin, on a un item réactivité générale. Donc, de façon générale, comment la personne réagit à tout type de stimuli. Donc du coup, pour elle, on a mis mettre en place des espaces-temps hypostimulants pour lui permettre de se réguler. Parce que du coup, elle est sur un groupe de 10 jeunes, dont un qui déambule énormément, qui fait beaucoup de bruit, il y a beaucoup de troubles du comportement. Donc c'est assez particulier. Lui peut jeter par exemple le matériel, le mobilier. Il peut nous balancer la table, la grande table du service. Il peut taper dans les murs, les portes. Donc ça fait énormément de bruit. Ils sont tous là à sursauter en même temps quand il fait ça. Donc, vous imaginez si effectivement elle est bien aveugle, ça fait quand même beaucoup de choses. Niveau imprévisibilité, on est pas mal. Et il y a beaucoup d'anxiété du coup. Beaucoup d'anxiété et oui, l'idée c'est de lui proposer des temps en fait donc dans un espace hypostimulant où elle va pouvoir justement être un peu isolée de ce trop-plein de stimulation auditive notamment. Donc en stimulation, donc proposer quotidiennement à Marie des temps de stimulation sensorielle avec des objets appréciés, notamment sur les modalités auditives et tactiles. Donc c'était important en plus parce que cette jeune fille, c'est très compliqué forcément de l'occuper de par toutes les entraves qu'elle a. Et du coup, il y a peu finalement, quand on y pense, de temps
qui sont plaisants dans sa journée. J'entends des bruits bizarres. Elle a assez peu de temps plaisant dans sa journée et c'est aussi un petit peu le but de l'ESA, c'est d'évaluer, identifier des choses qui sont plaisantes pour la personne, pour pouvoir alimenter son quotidien de choses sympathiques. Et le dernier point, rester vigilant quant à d'éventuels signes d'inconfort manifestés. Grimaces, gémissements, retrait des bras. Parce que c'est une jeune fille qui est aussi très douloureuse, elle a beaucoup de mal aussi à supporter son corset. Donc le problème, c'est que justement, on peut vite se dire c'est somatique. Mais non, c'est somatique, il y a une douleur, quelque chose. Mais non, c'est pas forcément parce qu'elle a mal au ventre. Ça peut être aussi parce que là, il y a trop de bruit, il y a trop de choses, trop de contacts tactiles. Donc voilà un petit peu pour le plan d'accompagnement sensoriel. Donc là, je vous ai mis une grille d'évaluation c'est sensoriel. Donc c'est la grille de recours à la salle sensorielle. Donc là, typiquement, ce type de grille, on l'a rempli pour un jeune qui venait d'arriver sur l'établissement. Il avait 2 ans et demi. Ça faisait 2 ans et demi qu'il était avec sa maman non-stop et pratiquement tout le temps dans les bras, tout le temps. Et là, d'un coup, bim, collectivité. De professionnels pour si jeunes. Donc évidemment, il ne peut pas être dans les bras tout le temps. Et le problème, c'est que du coup, en fait, il se met dans un état... Alors, je parlais au passé, ça y est, on y est arrivé. Mais il se mettait dans un état... c'était hallucinant. Il en pleurait, il en tremblait, il hurlait vraiment sur tout le temps où il était présent dans l'établissement. Et le problème, du coup, c'est que ça aggravait la spasticité. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un temps en salle sensorielle. Donc vraiment avec des choses, on lui proposait des stimulations qu'il aimait bien, qui le détendaient. Vraiment pour qu'il arrive sur le groupe en fait en étant un peu plus apaisé. Et l'idée de fond, c'était vraiment d'atténuer du coup, la spasticité et rendre aussi le moment plus agréable pour lui. Donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a évalué donc, avec cette grille, donc, dans laquelle on note l'entrée de la personne, du jeune, dans la salle, à quelle heure il est sorti, pour voir combien de temps la salle lui a été proposée. Donc, on note le comportement de la personne avant le temps en salle sensorielle. Donc, lui, par exemple, il est arrivé dans l'établissement, il hurlait à la mort, il grimaçait, il se crispait. Donc, on va noter les modalités d'accompagnement, d'apaisement. Donc, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a proposé à ce jeune-là dans la salle. Et le comportement que le jeune a pu manifester face à ces stimulations-là. S'il est souriant, s'il est calme, s'il est agressif, s'il a les bras qui se détendent, par exemple. Et on note aussi le comportement à la sortie de la salle, pour voir à quel point ça peut, dans le temps, en fait, avoir un effet sur le comportement du jeune. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, c'était important, ça aussi, parce que du coup, donc, le petit garçon dont je vous parle, à la base, devait être là en journée pleine. Que finalement, il était là que de 9h à 11h initialement. Que du coup, le midi, il ne pouvait pas y avoir de taxi qui pouvait le ramener à la maison. Donc, en fait, on devait faire venir la maman en transport en commun. Ça lui prenait 1 heure pour juste venir chercher son fils. Et après, elle repartait encore en bus. Et ça a duré bien... on a arrêté là, milieu de novembre, c'est ça, il y a vraiment la semaine dernière. Mais ça a duré depuis fin août. Donc c'était assez lourd pour la maman et même pour les professionnels parce que c'était un jeune du coup qui hurlait vraiment. C'était très très compliqué pour tout le monde. Et l'idée c'était de voir aussi, de noter en fait l'évolution, de si ce qu'on proposait aux jeunes avait vraiment une efficacité ou est-ce qu'il fallait qu'on revoie un peu l'intervention pour proposer quelque chose de plus efficace. Donc voilà, globalement, de toute façon, l'idée, c'est de toujours évaluer ce qu'on va proposer pour être sûr que ce qu'on est en train de proposer à la personne, ça va bien dans le sens de son profil sensoriel. Je pense sur tout ce qui est Snozelen. Donc là, on a vraiment du multisensoriel. C'est évaluer en fait ce qu'on va proposer dans la salle Snozelen. Est-ce qu'on va faire toutes les stimulations ? Peut-être pas. Si tout ce qui est visuel, c'est compliqué, il faut voir. Donc, je pense que nous, on a un matelas à eau. Oui, si au niveau vestibulaire c'est pas super, on va peut-être pas le mettre sur le matelas à eau. Voilà. Et donc pour finir, donc c'était pour vous donner un exemple du coup alors là c'est vraiment une habituation.
pour le mouchage. C'était le mouchetage du nez aussi, celui-là. Ce qu'on a fait pour lui, tolérer qu'on lui mouche le nez, mais aussi qu'on lui essuie la bouche. Alors, essuyer la bouche était moins problématique encore, mais là, oui, moucher le nez, pour des raisons voilà, de santé, il fallait quand même qu'on lui mouche régulièrement le nez. Et c'était vraiment un peu la lutte. Donc, c'était un moment qui, plus en fait, on y allait, plus c'était aversif. Et donc là, voilà, c'est donc notre fiche de cotation. En fait, on notait du coup chaque jour comment ça évoluait. Est-ce qu'il y arrivait à mieux tolérer. Et donc, à chaque fois, les aides-soignantes me faisaient des petits commentaires. Et celle-ci, en fait, elle était intéressante de fiche. Parce que du coup, alors, elle nous notait, donc s'essuie le nez en prenant lui-même. En prenant lui-même, il y a une petite, en prenant lui-même le mouchoir et en l'accompagnant. Et qu'est-ce qu'elle met après ? J'ai informé le jeune que j'allais lui moucher le nez en approchant le mouchoir de son visage. Il a fait le geste de tourner la tête en touchant le mouchoir du nez. Puis il m'a pris le mouchoir de la main et il s'est mouché tout seul. Donc voilà, lui, on était parti sur que ça soit l'adulte qui lui fasse et qui tolère, parce que de toute façon, il ne le faisait pas spontanément. Et en fait, ce jour-là, donc le 29 septembre, et oui, il a pris le mouchoir. Et en fait, on s'est rendu compte que voilà, maintenant, il le faisait de façon assez efficace. On n'a pas besoin de repasser derrière. Donc finalement, elles étaient un peu embêtées, les professionnels, à me dire, mais du coup, c'est pas nous qui faisons. Là, il n'est pas en train de tolérer que nous on lui fasse. Et je leur ai dit, mais en fait, non, mais on s'en fiche. Enfin, c'est encore mieux s'il peut faire lui-même. Du coup, il contrôle en fait la stimulation. Et justement, ça me fait penser, des fois, on va vouloir faire doucement, voilà, pour pas, quand il y a une aversion au niveau tactile, vouloir faire doucement, sauf que non, il peut falloir justement aller plus fort. Et voilà, lui, typiquement, effectivement, bon, il va un peu plus fort du coup que la professionnelle, et c'est plus tolérable pour lui. Donc voilà, et tout ça, c'est ce type de fiche en fait qu'on remplit, ça permet vraiment d'avoir une traçabilité sur tout ce que la personne peut nous montrer au quotidien. Et là en plus, justement, donc c'est signé Vanessa intérimaire. Donc voilà, s'il l'avait fait avec une intérimaire qui serait pas revenue le lendemain, on n'aurait pas forcément eu l'information, par exemple. Voilà, il me semble que c'était la dernière diapo. Voilà, bon, j'espère que c'était clair, que je suis pas allée trop vite. Et puis de toute façon, n'hésitez pas à poser vos questions. Merci en tout cas pour votre attention. Merci. Le test que vous avez présenté, du coup, il n'est pas coté en termes de fréquence de comportement. Il est plus binaire en fait. Alors, quelque part, en fait, on cote la fréquence parce que sur justement les nuances, sur les cotations en demi, 1,5 et 2,5, justement, c'est l'idée, c'est de montrer qu'à des moments, il va faire et pas à d'autres. Après, oui, c'est sûr que c'est pas quantifié, il le fait X fois par jour. Non. Et pareil, alors je sais plus, j'ai un flash là du coup, au niveau de la population, donc je vous disais que c'est validé sur le trouble du spectre de l'autisme. Mais voilà, Claire Degène nous invite vraiment à l'utiliser aussi sur le polyhandicap, parce qu'on est vraiment sur de la réactivité comportementale. Donc vous pouvez vous dire, par exemple, tout ce qui est la spasticité, donc elles vont forcément, de par le polyhandicap, avoir un tonus qui ne va pas être régulé. Oui, certes, c'est dû au polyhandicap, mais on s'en fiche un peu en fait de savoir d'où ça vient. C'est plus, est-ce que c'est présent ou non ? Voilà. Parce que c'est vrai que par exemple dans le Dunn, dans le profil de Dunn, je trouve que le souci c'est que des fois c'est pas adapté aux compétences cognitives. Par exemple, se vexe vite face à une blague, ça n'a souvent aucun sens pour certains jeunes avec autisme ou avec polyhandicap d'ailleurs. Et là, on ne pouvait pas mettre non-côté. Là, on peut du coup. Oui, c'est ça, parce qu'on est vraiment justement sur que des observations comportementales. C'est vrai que là, typiquement, l'exemple que vous donnez, il faut déjà que la personne ait accès à l'humour et qu'on soit en capacité de dire si elle le comprend ou pas, avec toutes les problématiques de communication aussi qu'on peut retrouver dans le polyhandicap. Et donc oui, on n'a pas d'item vraiment précis en fait sur des items auxquels répondre oui, non. Sur l'ESA, c'est vraiment plus des indications d'observation à faire. Merci. De rien.
Oui, j'avais une question pour refaire une évaluation sensorielle en termes de délai et en fonction des âges aussi, pour un adulte ou pour un jeune. Quels sont vos conseils? Alors nous, du coup, sur le public, la population enfant, c'est fixé tous les 2 ans. Chez les adultes, alors je ne saurais pas vous dire exactement, je suis qu'en structure enfant, mais le délai les intervalles sont un peu plus longs, mais pour des raisons logistiques aussi, hein, déjà, parce que quand on n'en a pas du tout de fait, il faut les faire. Et puis, il ne suffit pas de faire l'évaluation, il faut quand même aussi prendre le temps de faire le programme d'accompagnement qui va avec. Et donc là, en général aussi, il faut quand même un peu se réunir en équipe. Chez l'adulte, il y a aussi le fait que ça va peut-être moins varier quand même que moins vite, en tout cas que chez l'enfant. Mais voilà, enfant 2 ans, je crois ils ont mis à 3 ans sur les adultes pour nous. Après, on a aussi, sur les établissements de la Page Gironde, on est pas mal engagé sur les certifications en DO, donc il y a beaucoup d'attendus sur les évaluations régulières. Donc voilà, on a un petit peu plus de pression aussi là-dessus. C'était juste pour rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, madame. En fait, je travaille dans 2 maisons d'accueil et on utilise le Bogdachina et les A, parce qu'en fait, ça se complète. Parce que c'est vrai que les questionnaires, ça reste subjectif quand même dans les réponses. On voit bien que si on le fait passer avec un professionnel et puis un autre, parfois, ils n'ont pas observé les mêmes choses. Du coup, ça complète. Donc, c'était juste ça pour le témoignage. D'autre part, sur la première intervention, on parlait de stimulation basale. Et moi, dans mon idée, j'avais entendu dire que l'HAS n'avait pas encore recommandé cette approche parce qu'il n'y avait pas d'études cliniques validant cette approche. Donc j'aurais voulu savoir s'il y avait quelqu'un qui avait des réponses par rapport à ça. Effectivement, moi, j'ai rien vu en termes de validation. Du coup, je rebondis juste sur ce que vous dites. Effectivement, j'ai une collègue, une éducatrice qui me disait, elle avait découvert le Bogdachina et elle a trouvé que c'était vachement bien, elle trouvait ça plus complet que l'ESA. Alors bon, je vais expliquer un petit peu les avantages et les inconvénients de chacun, mais c'est vrai que je pense sur l'entretien, pour avoir aussi des idées de questions à poser aux personnes qu'on interroge, oui, vous pouvez évidemment aussi vous appuyer sur d'autres outils pour avoir des exemples. Tout à fait. Et alors pareil, j'ai encore une autre pensée. Je vous parlais de la jeune chez qui on suspecte une cécité totale. Les professionnels, en fait, n'étaient pas d'accord entre eux. Certains me disaient que si elle réagissait, justement, elle recherchait des stimulations de niveau visuel, parce qu'en fait, elle était tout le temps la tête dirigée vers le plafond et les yeux ouverts. Sauf qu'en fait, elle a constamment les yeux ouverts. Elle peut dormir les yeux ouverts. Et oui, elle a la tête constamment comme ça. Mais c'est plus de par son handicap moteur. Et oui, en fait, si on regarde comme ça, oui, les yeux sont dirigés vers le néon. Mais même si on l'éteint, il n'y a pas de réaction. Si on rallume d'un coup alors qu'elle était dans le noir, il n'y a pas de réaction. Mais voilà, c'est typiquement le genre d'exemple qui a pu faire débat nous sur les passations indirectes. Alors c'est plus un petit retour. Nous, on a pu acquérir l'ESA dans notre établissement, c'est dernièrement. Et avec ma collègue Gergo, on a choisi de l'enrichir. Car c'est vrai qu'on trouvait qu'il manquait un petit peu au niveau des objets et également au niveau de la passation, enrichir le cahier en prenant chaque objet en photo pour vraiment noter un petit peu les réactions, le temps que le jeune a été un peu attentif. Voilà, on trouvait qu'il y avait un petit peu à enrichir encore quand même. N'hésitez pas à écrire à Claire Degène. Non, franchement, honnêtement, je pense qu'elle serait très contente, si vous utilisez effectivement l'ESA, je pense qu'elle serait très contente d'avoir aussi des suggestions d'amélioration. Alors, c'est vrai que moi, souvent, je dis en formation que des fois, on a du mal à identifier ce que le chien recherche exactement comme aspect de stimulation. Et quand on a des doutes, on va regarder. Alors, on va le noter dans les indications de l'indirect, mais on va proposer d'autres objets que ceux de l'ESA. Je rebondis juste sur ce qui vient d'être dit. Vous disiez donc que l'objectif, c'était que l'ESA soit reconnu aussi pour le polyhandicap. Et est-ce que vous aviez comme objectif de modifier certains items, justement, pour qu'ils soient le plus complet possible pour ce public, ou plutôt de le faire comme il est aujourd'hui? Mais je pense qu'effectivement, il faudrait l'adapter un petit peu, parce que je vois sur ma pratique en tout cas,
En général, vestibulaire, c'est compliqué. Enfin, la psychomotricienne qui les fait passer ne fait pas forcément cette modalité. Ou sur d'autres modalités, enfin, le tactile notamment, des fois, ça implique qu'il faille enlever les attelles, les chaussures ou le corset, manipuler. Alors, en plus, elle a des problèmes de dos, donc c'est vrai que voilà, forcément, elle va quand même pas forcément le faire systématiquement. Donc, je pense qu'il y aurait des choses à adapter. Voilà. Et oui, alors, voilà, on en a parlé, hein, je parle par rapport à la validation polyhandicap, on en a parlé. C'est un petit peu plus compliqué à faire passer au niveau de la validation. Déjà, je pense parce que nous, dans le secteur, on n'a pas non plus énormément d'établissements identifiés polyhandicap, en tout cas qui ne font pas partie de la page Gironde déjà. Et en plus, oui, tous les établissements n'ont pas les offres. Là, je suis agréablement surprise de voir qu'il y a pas mal d'établissements qui ont l'air d'être déjà fournis. Mais voilà, du coup, ça complique un peu les choses. Mais voilà, j'espère que du coup, cette intervention aujourd'hui va faire en sorte aussi qu'on puisse passer rapidement à la validation polyhandicap. Je me permets de reprendre la parole. En tout cas, pour aider la validation, s'il faut un relais réseau pour diffuser auprès des établissements bretons qui manifestent toujours une très bonne dynamique, et ben, vous pouvez passer par le pôle ressources polyhandicap Bretagne. On aidera à cette validation. J'y ai bien pensé, oui. Mais en plus, vous avez pas mal de ressources, de dispositifs quand même sur la Bretagne. Ça fait 2 fois que je viens en Bretagne pour des colloques et voilà, je repars toujours un peu frustrée de ce que je n'ai pas chez moi. Donc oui, ça sera avec plaisir. Je transmettrai aussi à Claire de Gênes. Et on a même la neige en Bretagne. Merci beaucoup encore à tous.